la une de l'actualité, à Djibouti, quelques 194 000 électeurs sont appelés aux urnes pour désigner 65 députés lors d'élections législatives boycottées par une grande partie de l'opposition. 26 personnes réfugiées dans un camp en Ouganda après avoir fui les violences dans l'est de la République démocratique du Congo sont mortes de diarrhée aiguë. Et puis en Égypte, des touristes sont venus observer ce jeudi le phénomène d'alignement du soleil avec le visage de Ramsès II dans le temple d'Abou Simbel. Mesdames, Messieurs, bonjour. On démarre cette édition par la Côte d'Ivoire où la date des premières élections sénatoriales sont désormais connues. Elle est officiellement fixée au 24 mars prochain. Ce scrutin doit permettre l'instauration d'un Sénat créé par la nouvelle Constitution de 2016. La campagne électorale, elle, va se dérouler du 19 mars au 22 mars prochain. Les détails. Le collège électoral pour les premières élections sénatoriales en Côte d'Ivoire est convoqué pour le 24 mars prochain. Une date fixée par le Conseil des ministres sur proposition de la Commission électorale indépendante. Les conseils communaux et régionaux des actuelles mairies et régions constituent le collège électoral du scrutin au suffrage universel indirect qui va se tenir dans chacune des 31 régions et 197 communes du pays. Ces élections doivent permettre l'instauration du Sénat créé par la nouvelle Constitution de 2016. Selon cette Constitution, le Sénat assure la représentation des collectivités territoriales et des Ivoiriens établis hors de Côte d'Ivoire. Ces sénatoriales vont se tenir avant les élections municipales et régionales couplées prévues cette année et dont les dates ne sont pas encore officiellement connues. L'opposition ivoirienne a demandé il y a une semaine la mise en place d'une nouvelle commission électorale consensuelle avant l'organisation des municipales et régionales, menaçant de les boycotter. Les deux tendances rivales du Front populaire ivoirien, le parti de Laurent Gbagbo, ont trouvé injuste et inacceptable la surreprésentation du pouvoir dans la commission électorale chargée d'organiser les scrutins. Les Djiboutiens votaient ce vendredi lors d'élections législatives boycottées par une grande partie de l'opposition. Ces élections devraient une nouvelle fois conforter le pouvoir du parti du président Ismaël Omar Guelleh en poste depuis 1999. Ces élections risquent d'être encore marquées par une forte abstention. En effet, l'opposition est divisée comme lors de l'élection présidentielle de 2016. Le MRD, le RAD et une branche de l'ARD ont décidé de ne présenter aucun candidat. D'autres partis d'opposition ont choisi au contraire de participer, mais ils n'ont de candidat que dans certains endroits. Le parti au pouvoir UMP est lui représenté dans chaque circonscription. Ceux qui prônent le boycott estiment que ces élections ne peuvent en aucun cas être justes et transparentes et que les partis d'opposition qui y prennent part ne font que cautionner le régime. Les gens sont bien informés, ils savent bien comment ils vont voter. Je crois que, comme d'habitude, ça va très bien se passer. Nous sommes ici aujourd'hui pour accomplir en fait le droit et le devoir d'un citoyen. Et nous incitons aussi l'ensemble de nos compatriotes donc, à venir voter aujourd'hui parce que aujourd'hui leur voix compte beaucoup pour nous. Et nous attendons, comme nous avons aussi mené une campagne dure sur l'ensemble du territoire, et nous incitons donc nos compatriotes à venir voter. Il faut dire que quelques 194 électeurs sont appelés aux urnes pour désigner leurs députés. Les bureaux de vote ont ouvert à 6h30, 3h30 GMT et devaient fermer à 18h. 2 militaires tchadiens dont un capitaine ont été tués ce mercredi dans une embuscade du groupe djihadiste Boko Haram dans la région du lac Tchad près de la frontière nigériane. L'information a été confirmée ce jeudi par une source sécuritaire tchadienne. L'attaque a eu lieu au retour d'une patrouille de l'armée tchadienne entre la frontière nigériane et la localité tchadienne de Ngouboua. L'attaque a eu lieu au retour d'une patrouille de l'armée tchadienne entre la frontière nigériane et la localité tchadienne de Ngouboua dans la région du lac Tchad. 2 militaires tchadiens, dont un capitaine, ont trouvé la mort dans cette embuscade des djihadistes.
Il s'agit de la première attaque de combattants de Boko Haram répertoriée sur le sol tchadien depuis mai 2017, au cours de laquelle 9 soldats tchadiens avaient été tués. Depuis plusieurs années, l'armée tchadienne et des comités de vigilance civile patrouillent dans la région du lac Tchad pour empêcher le retour des djihadistes du groupe Boko Haram. Les combattants de Boko Haram avaient été chassés par l'armée tchadienne et la force multinationale mixte de la plupart des localités tchadiennes autour du lac Tchad dont ils s'étaient emparés. Du côté nigérian, l'armée nigériane continue toujours de traquer les djihadistes dans l'un de leurs principaux fiefs, la forêt de Sambisa. Lundi dernier, un internat du village de Dapchi, dans l'état nigérian de Yobe, a été attaqué et 111 lycéennes étaient portées disparues. Mais plusieurs d'entre elles ont été secourues par l'armée nigériane. De 2014 à 2016, l'épidémie d'Ebola a laissé de souvenirs amers avec 4800 morts entre autres. Mais selon une étude, les effets dévastateurs d'Ebola sur le fragile système de santé du Libéria pourraient avoir fait plus de morts que le virus lui-même. Les femmes enceintes et les malades atteints de paludisme pourraient bien avoir été les plus grandes victimes de ce que dévoile une étude menée par une équipe de chercheurs de l'Université de Washington. Parue mardi dans la revue PLOS Medicine, elle démontre que 67% des soins de base n'ont plus été dispensés pendant l'épidémie au Libéria, ainsi que la période qui l'a immédiatement suivie. Le principal auteur de l'étude, Bradley Wagner, y relève qu'en fait, les femmes enceintes ne recevaient pas de soins prénatals essentiels et celles sur le point d'accoucher donnaient naissance chez elles. L'un des effets les plus pernicieux du virus a été l'infection de près de 300 membres de personnel de santé, limitant encore l'accès des malades aux soins alors qu'il était déjà très réduit. À cause d'Ebola, environ 5000 naissances se sont déroulées sans assistance médicale et il y a eu 25 000 vaccins contre la tuberculose et 100 000 traitements contre le paludisme en moins par rapport à la période antérieure à l'épidémie. De ce point de vue, il est donc probable que les effets collatéraux d'Ebola sur le système de santé du Libéria ont fait plus de morts qu'Ebola directement. Par-dessus le marché, l'argent envoyé par les donateurs internationaux pour la reconstruction du système de santé a largement échoué à atteindre son but, d'après les auteurs de l'étude. Je le disais en titre, 26 personnes réfugiées sont mortes en 4 jours de diarrhée aiguë dans un camp en Ouganda. Il s'agit de personnes ayant fui les violences dans l'est de la République démocratique du Congo. Le Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés a fait part ce jeudi de cette situation préoccupante. Reportage. Le Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés tire la sonnette d'alarme. Les conditions de vie des réfugiés en Ouganda laissent à désirer. 27 300 Congolais ont traversé le lac Albert depuis le 1er janvier pour trouver refuge en Ouganda. Ces nouveaux arrivants en Ouganda fuient la reprise en décembre des violences intercommunautaires dans la province de l'Ituri, en République démocratique du Congo. À ce jour, dans les environs du camp de Kiangwali, dans l'ouest de l'Ouganda, 424 cas de diarrhée aiguë ont été identifiés et traités. 26 personnes sont mortes de diarrhée aiguë sur la période du 15 au 18 février, soit en l'espace de 4 jours. Les victimes sont essentiellement des réfugiés congolais nouvellement arrivés. Les responsables du HCR qui ont affirmé n'avoir pas reçu la confirmation de cas de choléra de la part du ministère ougandais de la Santé ont dit avoir déployé de nouvelles ressources humaines et envoyé des renforts vers leur centre de santé dans les camps de Sebagoro et Kiangwali près du lac Albert, frontalier de la RDC. Les violences en Ituri ont provoqué le déplacement d'environ 200 000 personnes depuis la mi-décembre. Il s'agit de l'un des nombreux conflits qui déchirent l'est de la République démocratique du Congo.
Le rapport d'Amnesty International a été lancé ce jeudi. L'ONG de défense des droits humains, à la suite de son précédent rapport, confirme la politique de répression des gouvernements sur les 159 pays et territoires que ce rapport a couvert. Au Bénin, la situation reste tout aussi préoccupante. Suivons un extrait des propos de Fidèle Kikan. Il est le directeur exécutif de Amnesty International Bénin. Le rapport 2017-2018 de Amnesty International sur la situation mondiale des droits de l'homme a mis l'accent sur un thème central qui est intitulé « La haine et la peur que développent les gouvernements relancent le militantisme social ». Les États ont développé des politiques beaucoup plus agressives vers les défenseurs des droits humains et les opposants politiques. Les États ont développé de plus en plus de politiques négationniste des droits humains et des droits économiques et sociaux. Déjà, le Bénin, c'est heureux de voir qu'il y a quelques heures, le gouvernement a pris une décision très intéressante qui a consisté à commuer la peine des 14 derniers condamnés à mort dans notre pays. C'est très heureux, mais le rapport a pu s'étendre aussi sur d'autres aspects des conditions carcérales qui restent toujours inhumaines, et notamment cet arrêté que le ministre de la Justice a pris, restreignant l'accès des ONG au milieu carcéral, en toute violation de la Convention sur la prévention de la torture et des traitements inhumains et dégradants. Qu'est-ce que cet arrêté dit à peu près? Cet arrêté fait obligation en fait aux OSC, aux organisations de la société civile, de pouvoir demander des autorisations trimestrielles et non plus des autorisations de longue durée, mais mieux de pouvoir assujettir leur rapport de visite de prison à la co-signature du régisseur. Vous imaginez, il y a un problème de confidentialité, il y a un problème de travail et le régisseur peut ne pas signer en fait. Donc c'est un arrêté que nous dénonçons, et dans les jours, semaines à venir, nous allons prendre des dispositions pour nous faire entendre de la manière la plus élégante par l'autorité selon nos dispositions. Pour finir cette édition, en Égypte, des touristes sont venus observer ce jeudi le phénomène d'alignement du soleil avec le visage de Ramsès II dans le temple d'Abou Simbel. L'alignement du soleil sur les 3 statues du grand temple sacré d'Abou Simbel est un phénomène qui a été observé pour la première fois en 1874. Depuis, le monde entier souhaite le voir. Avant, cela tombait le 21 octobre et le 21 février. Mais après que 2 temples ont été déplacés en septembre 1968, l'alignement tombe le 22 octobre et le 22 février. Des gens viennent du monde entier pour voir ce phénomène. Aujourd'hui, c'est un jour exceptionnel parce que c'est le jour où le soleil éclaire le visage de Ramsès, et voilà, il fait très beau, c'est très agréable d'être ici, il y a beaucoup de monde. C'est fantastique. Nous sommes si heureux et nous avons tellement de chance d'être ici pour voir le phénomène d'alignement du soleil. Nous n'avons pas pu être là au lever du soleil, mais c'était merveilleux. Nous allons peut-être revenir. Et voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi.